Nous sommes dimanche 28 janvier, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le vice-président de la République a pris part hier samedi au sommet Dialogue sur la prospérité en Afrique, un sommet qui regroupe des chefs d'État et de gouvernement, des leaders politiques ainsi que des opérateurs économiques pour réfléchir aux meilleures stratégies pour construire le continent à travers la production de richesses, de la valeur ajoutée et le commerce. La Caisse nationale de prévoyance sociale a réalisé un excédent de 205 milliards de francs CFA en 2023, un joli bilan qui réjouit la direction générale de l'institution et qui entend encore faire mieux. Lors d'un événement cette semaine, les agents de la CNPS qui font valoir leur droit à la retraite ont été célébrés par leurs désormais ex-collaborateurs. Le secrétaire général des Nations Unies a exhorté ce dimanche 28 janvier les pays ayant suspendu leur financement à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente à garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de personnes. L'UNRWA a annoncé vendredi se séparer de plusieurs employés accusés par Israël d'être liés à l'attaque du 7 octobre. La CAN est impitoyable avec les sélectionneurs qui n'apportent pas les résultats escomptés. 6 d'entre eux sur les 24 équipes de la compétition ont été remerciés ou ont démissionné à l'issue du premier tour. Sur les 8 équipes éliminées, 5 se sont déjà séparées de leur sélection, de leur sélectionneur. La 6e, la Côte d'Ivoire et son entraîneur se sont séparés alors que le pays est pourtant qualifié pour les 8e de finale. Aujourd'hui, dans le magazine du dimanche, nous allons faire le point du premier tour de la compétition et nous allons parler de ces entraîneurs qui sont obligés de rendre le tablier en cas de mauvais résultats. Nous avons donc 2 invités ce dimanche. Gervais Rigaud, l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé. Bonjour coach. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et à côté de vous, nous avons Kokora Nzi, un supporter des Éléphants de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Kokora. Bonjour M. Derby. D'accord, bienvenue à tous les deux sur notre plateau et Merci. ensemble, nous allons souhaiter le traditionnel Akwaba à tous ces milliers de visiteurs qui découvrent la Côte d'Ivoire. Voilà, Akwaba en Côte d'Ivoire, Akwaba dans le pays le plus chic au monde. Nous allons revenir au JT de la CAN dans quelques instants seulement, mais avant, sachez que le vice-président de la République est depuis vendredi à Accra, au Ghana, où il représentait hier le président Alassane Ouattara au sommet portant sur la thématique Dialogue sur la prospérité en Afrique, un sommet qui vise à réfléchir et à définir les meilleures stratégies pour assurer la prospérité du continent. On part tout de suite à Accra avec Mahama Traoré. L'Afrique cherche les voies qui mènent à la prospérité. La réflexion se mène à Accra au Ghana autour du sommet Dialogue sur la prospérité en Afrique. Sommet visant à définir les meilleures stratégies pour construire ou assurer la prospérité du continent à travers la production de richesses, de valeur ajoutée et des échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire honore le rendez-vous. Le vice-président de la République y représente notamment le président Alassane Ouattara. Face à cette tribune, Thiemo Kone dévoile la vision du chef de l'État ivoirien en ce qui concerne l'intégration économique du continent, vision axée sur le rôle à jouer par les pouvoirs publics afin de matérialiser le marché unique, baptisé Zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui devraient permettre de lever les contraintes pour fluidifier les échanges et faire de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, une réalité tangible. Pour nous, il s'agit essentiellement de l'accroissement des investissements dans les infrastructures et de l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'intensification de la coopération régionale et de la promotion de la digitalisation et du développement du capital humain. Pour que les pays africains puissent saisir toutes les retombées positives attendues de la ZLECAf, il leur faut investir massivement dans la transition numérique, dans l'éducation, dans la formation professionnelle et mettre en place des systèmes financiers performants
capables d'accompagner efficacement toutes leurs initiatives. La veille de ce sommet, Tiemoko Meïlie Koné a pris part à un dîner offert par le chef de l'État ghanéen. Dîner au cours duquel un prix dénommé « Champion de la prospérité africaine » a été décerné au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. À l'issue de cette visite de travail au Ghana, le vice-président de la République s'est envolé ce samedi pour Rome, où il doit assister au sommet Italie-Afrique. 205, c'est le chiffre du jour. 205 milliards de francs CFA, c'est exactement l'excédent net qu'a réalisé la CNPS en 2023. Un bilan qui satisfait, mais l'objectif de la direction générale est d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Davis Oyo en sait plus. 180 milliards de cotisations sociales déclarées en 2013. 10 ans plus tard, en 2023, la CNPS culmine 81 milliards, soit un excédent de 205 milliards de francs CFA. Un bond prodigieux qui démontre la santé financière de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Au cours de l'année écoulée, 385 494 travailleurs indépendants ont été enrôlés dans le cadre du RST, le régime social des travailleurs indépendants. À l'heure du bilan, le directeur général Denis Charles Kouassi égrène avec satisfaction les indicateurs positifs enregistrés par cette institution de prévoyance sociale. Cette entreprise était déficitaire et depuis 2012, ça n'a pas arrêté. En 2012, on était à 8 milliards. En 2013, on était à une trentaine de milliards. Et en 2022, on est passé à 160 milliards. Et en 2023, les commissaires aux comptes vont bientôt confirmer. On va atteindre les 200 milliards de bénéfices. Et donc, c'est une entreprise qui se porte très bien. Nous avons fait pas mal d'investissements aussi, des prises de participation. Nous avons souscrit des emprunts obligataires de l'État de Côte d'Ivoire. Tout ceci nous donne un portefeuille de plus de 900 milliards. Le personnel se félicite également des résultats obtenus ces 10 dernières années. Le personnel a connu plusieurs revalorisations salariales et il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau des conditions de vie. L'aide au logement du personnel. Et aujourd'hui, regardez les agences de la CNPS, c'est de belles agences dans lesquelles les agents se trouvent dans de bonnes conditions. Pour les années futures, la Caisse nationale de prévoyance sociale entend surfer sur cette dynamique financière pour garder le cap. Nous sommes en train de mettre en place un régime de retraite logement et un régime aussi d'assurance chômage. Tout ceci avec la caution du gouvernement, puis continuer à étendre le régime des indépendants et du secteur informel. La CNPS est la première institution de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire à obtenir la notation financière AAA. Cette distinction traduit la solvabilité de l'institution. On en vient maintenant aux actions entreprises en 2023 par la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Entre autres actions, on note l'amélioration de l'environnement des affaires, l'industrialisation et l'émergence des champions nationaux. Et aussi pour 2024 qui démarre, le patronat entend s'attaquer à plusieurs chantiers, comme nous l'indiquent Jean-Michel Kouadio et Walter Amadou Ouattara. Améliorer l'environnement des affaires, contribuer à l'industrialisation et à l'émergence des champions nationaux, également permettre aux entreprises d'accroître leur business et renforcer les capacités de ses membres, des actions amorcées par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, depuis l'année dernière, conformément à l'exécution de son plan stratégique pour la période 2023-2026. Pour l'année 2024, la CGECI s'engage à poursuivre ses actions et relever de nouveaux défis. Nous nous sommes inscrits dans une démarche permanente de concertation avec le gouvernement et certaines structures sous sa tutelle. Nous travaillons à ce que les cadres qui abritent nos échanges soient beaucoup plus efficaces et produisent des résultats escomptés. Nous sommes convaincus que sous votre présidence et votre leadership inspirant, la CGECI continuera à être un catalyseur de croissance et d'opportunités pour le secteur privé ivoirien. Avec 9 groupements d'entreprises au départ, la CGECI a été créée en 2005 de la restructuration du Conseil national du patronat ivoirien, CNP. Aujourd'hui, elle compte 27 groupements et associations professionnelles et plus de 200 entreprises individuelles. Cette confédération a pour objet
entre autres la défense des intérêts généraux des entreprises du secteur privé. Place au JT de la CAN Aquaba, la CAN de l'hospitalité. Deuxième jour des huitièmes de finale. Ce dimanche 28 janvier, la première rencontre est un match d'homonyme. La Guinée équatoriale, surprenant leader du groupe A, affronte la Guinée dans leur premier match à élimination directe de la compétition. Le match a lieu tout à l'heure à 17h au stade Alassane Ouattara et sur le coup de 20h au stade Laurent Pokou de San Pedro. La RDC affronte l'Égypte pour le huitième de finale. Depuis 1974, les Léopards attendent une nouvelle victoire face au Pharaon. Finaliste à 2 reprises lors des 3 dernières éditions, l'Égypte reste le géant du foot africain avec 7 sacres en Coupe d'Afrique et des Nations. La CAN, c'est chez nous. La CAN de l'hospitalité avec ses 2 objectifs. Le premier, cette Coupe d'Afrique devra être la meilleure de l'histoire. Et deuxièmement, la Coupe, elle reste ici. Et pour cela, les joueurs font rouler le ballon et gagnent. Les supporters soutiennent à fond. Les religieux, eux, prient pour la victoire. D'où cette lecture coranique organisée récemment par les fidèles musulmans à Sandégué, à une centaine de kilomètres de Bondoukou. Herman Niamia, correspondance. Fini les phases de poule. Place au deuxième tour avec le 8e de finale. La Côte d'Ivoire, le pays organisateur, après des frayeurs, est encore en lice. À Sandégué, ville du nord-est du pays, les musulmans sont en prière pour voir le pays triompher à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une lecture coranique a été initiée par tous les fidèles musulmans de la localité. La CAN, que Dieu puisse mettre sa main dedans. Et que tout se passe tranquillement. Et que la Côte d'Ivoire sorte victorieuse. C'est l'intention que nous avons. Présent à cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du Conseil régional du Bon-Togo, s'est réjoui de cette initiative avant de les exhorter à prier aussi pour le président de la République Alassane Ouattara et les différents pays présents en Côte d'Ivoire pour que cette compétition se passe dans de bonnes conditions. Tous les regards sont rivés sur nos éléphants et nous devons prier chaque jour que Dieu fait pour que la coupe se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'incident et que le meilleur gagne et le meilleur ce sera l'équipe de la Côte d'Ivoire. Kobina Kwasi Adjoumani a profité de l'occasion pour faire de nombreux dons composés de matériels agricoles d'une valeur de 7 millions de francs CFA aux populations de Pala, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Sandégué. Ce sont entre autres des sacs d'engrais, des semences, des herbicides, des pulvérisateurs, des fongicides et des tricycles. La CAN Aquaba qui a lieu en Côte d'Ivoire est aussi bien vécue par les Ivoiriens de la diaspora. Un moment historique que nul ne veut manquer. De passage à Abuja, au Nigeria, Michel Digré s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire sur place où il a pu vivre la belle ambiance qui y prévaut lors des matchs. Direction le village CAN ambassade de Côte d'Ivoire à Abuja, au Nigeria. Vivre la CAN 2023 comme s'ils étaient en Côte d'Ivoire. Chaque jour de match est un moment de fête au village CAN d'Abuja. Les Ivoiriens, les ressortissants des pays en compétition, les membres du corps diplomatique accrédité au Nigeria se réunissent pour suivre les rencontres en direct. Des heures de partage, d'émotions que seul le football peut susciter. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria donne les raisons de cette initiative. La Coupe d'Afrique des Nations est un moment de célébration entre les peuples africains, mais aussi le monde entier. Le président de la République de Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens sont mobilisés pour faire de cette CAN la plus belle de l'histoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire ne pouvait pas rester en marge de cet engouement. Après la qualification des Super Eagles pour les quarts de finale, le match Côte d'Ivoire-Sénégal sera certainement un moment d'effervescence au village CAN d'Abuja pour les férus de football. Si Abuja vibre autant, imaginez à Abidjan ici, imaginez l'effervescence. Et sur les stades et même en dehors des stades. D'ailleurs, vivre une CAN dans un village CAN RTI, c'est un peu comme si vous étiez dans les tribunes,
tant l'ambiance est top. Lors du match Cameroun-Nigeria, par exemple, Grace Kando a capté le show au village Cannes RTI, un véritable moment de fête qu'elle nous fait revivre maintenant. Au palais de la culture de Trècheville, le village Cannes de la RTI. Les supporters camerounais et nigériens sont au rendez-vous de ce second tour de la CAN. La rencontre débute à 20h. Dans les deux camps, c'est l'optimisme. Évidemment le Cameroun, mais bon, si c'est le Nigeria aussi, mais comme le président avait dit que le meilleur gagne. Le Cameroun ne peut que gagner ce soir. Et notre score là, ce sera déjà 3 buts à 1. Le Nigeria est une grande équipe et on va forcément battre le Cameroun. Je dirais 2-1. 36e minute, c'est le premier but des Super Eagles du Nigeria à la grande joie de leurs supporters. C'est déjà bouclé. Quand on dit le Nigeria, c'est comme ça y est. Mollo, mollo, mais à la fin, c'est ça qui est le résultat qui est là. Nos équipes, ils ont bien joué le match et on est très fiers d'eux, À la 90e minute, les Super Eagles applaudissent le score, portant la marque à 2 buts. Le porteur de maillot parce qu'il est venu soutenir ma maman qui est nigérienne et je suis très fier des joueurs aussi. Victor Osimhen, c'est un très grand joueur. À la fin de la rencontre, les supporters sont heureux, tous se projettent pour les quarts de finale. Je suis fier du Nigeria parce qu'ils ont bien joué aujourd'hui et le Cameroun n'a même pas eu d'occasion, donc leur victoire est méritée. J'espère que les éléphants vont suivre le Nigeria aussi en quart de finale. Je suis mal content même. On partit devant. Pour les quarts de finale, les Super Eagles du Nigeria rencontrent les Palancas Negras de l'Angola. Éléphant ou lion, on saura demain soir qui est le véritable roi de la forêt. C'est le 8e de finale Sénégal-Côte d'Ivoire. Le stade Charles Konan-Banny abritera la rencontre qui sonnera forcément la fin de parcours d'une des deux équipes et les éléphants poursuivront tranquillement la compétition. Pour les soutenir au maximum, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire met gracieusement plusieurs cars à la disposition des supporters, ceux en tout cas qui souhaitent faire le déplacement de Yamoussoukro. Relativement au 8e de finale, opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal, plusieurs autocars de différentes compagnies de Côte d'Ivoire seront mis à la disposition des supporters ivoiriens qui feront le déplacement à Yamoussoukro. Ces supporters des éléphants seront transportés gratuitement jusqu'à la capitale politique. Une initiative de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, CNGRC, en vue de booster les Pachidem à la victoire. La CAN est rentrée dans une phase décisive ce samedi 27 janvier 2024 avec les 8e de finale et dans ce cadre que nos éléphants seront aux prises avec les lions de la Teranga du Sénégal au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Aujourd'hui, il est question d'aller soutenir les éléphants à Yamoussoukro. Les compagnies partenaires de la coordination des gares routières ont décidé de mettre à notre disposition à la coordination des véhicules qui nous permettront de transporter au minimum 200 personnes à Yamoussoukro gratuitement en aller et retour, tout en respectant les consignes. Il faudra remplir quelques conditions, notamment avoir son ticket d'accès au stade. Pour le déplacement de la marée orange, un appel est lancé. Au nom de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et de la société civile, à tous ceux qui vont partir au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, nous lançons un appel solennel à la retenue. À tous ceux qui vont aller supporter, de savoir que c'est un jeu. Un jeu, c'est le fair play. Nous comptons sur votre calme et votre stade élevé du patriotisme. Les départs pour Yamoussoukro sont prévus pour le lundi à 15h à la gare Ladi Aboulaye Cissé d'Adjamé, non loin du siège de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Un reportage de Christ Ephraim Diomondé, Walter Amadou Ouattara et Vao Richard.
À terme, ils seront au nombre de 450. Ils sont franco-africains et ils visiteront la Côte d'Ivoire pendant cette magnifique Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire avec son fort potentiel touristique. Les premiers arrivants sont à Abidjan depuis quelques jours déjà et Patricia Omouetia et Ibrahim Cissé étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour leur accueil. Ces 40 touristes vont parcourir les 4 coins de notre pays, la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la CAN. Le but est de découvrir le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire. De nationalité française et rattachés à leurs origines africaines, ces jeunes seront également des supporters pour leurs différents pays d'origine, notamment l'Algérie, l'Égypte, la Mauritanie, la Tunisie, la République démocratique du Congo et le Sénégal. Déjà, le partage des cultures et le vivre ensemble, c'est ça qu'on aimerait bien partager avec les habitants de Akupé. J'étais vraiment honoré de pouvoir en faire partie, pouvoir venir découvrir la culture ivoirienne. Nous, on mange du chocolat, etc. On ne sait pas comment c'est fait. Là, on va voir un peu le cacao dans son état brut. Nous, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Donc l'utile, mettre en place des actions de solidarité internationale et l'agréable, puisqu'on est persuadé que cette CAN va être une très très belle CAN. Selon le directeur des parcs de loisirs, également 4e adjoint au maire d'Akupé, ces jeunes touristes vont fraterniser avec la jeunesse ivoirienne. Ce sont des jeunes qui viennent de France, mais qui sont originaires de différents pays. Ceux qui se rencontrent, les Algériens sont là, les Marocains seront là, les Sénégalais, les Maliens. Et l'idée pour moi, c'est que ces jeunes qui sont en France, qui ont cette chance d'avoir une biculturalité, puissent venir dans leur pays d'origine ou en tout cas sur leur terre ancestrale, découvrir l'endroit d'où ils viennent. Je crois que c'est très enrichissant après pour ce qu'ils font en France. Afin de renforcer les liens de solidarité et de partage, ces jeunes seront hébergés dans la commune d'Akupé durant toute la CAN. Ils iront à la rencontre du grand potentiel touristique de notre pays à travers visites et découvertes. Et parlant de tourisme, justement, San Pedro est une destination de rêve. Ville portuaire avec ses magnifiques plages qui accueillent une partie des matchs de la compétition, ce qui signifie que plusieurs délégations y séjournent et une chose est sûre, elles ne sont pas du tout dépaysées. Côté cuisine, on apprécie, espace de loisirs et d'attractions, rien à dire également. Vous allez le voir, nos visiteurs apprécient l'accueil et se sentent bien chez nous. Sam Conan, témoignage. Abdel Malik est un ressortissant marocain vivant en Belgique. Il est à San Pedro à l'occasion de la CAN 2023. Depuis son arrivée, il vit la CAN de l'hospitalité. Il vit la chaleur ivoirienne. Je voyage beaucoup dans le monde là, mais ici là en Côte d'Ivoire, Abidjan, San Pedro, on a été accueillis chaleureusement. Que dire? Que du bonheur. On reviendra et on reviendra plusieurs fois encore à Abidjan. Comme lui, ils sont nombreux à témoigner du bon accueil, de l'ambiance et de l'hospitalité des Ivoiriens. C'est une première fois de vivre la CAN en live. En tout cas, pour moi, c'est une belle expérience. À Côte d'Ivoire, tout est joli, tout gentil même. Quand ils viennent dans les espaces que nous avions, nous, on les reçoit très bien et on crée une ambiance, un lien familier entre nous tous. Côté gastronomie, là encore, nos visiteurs sont séduits par les mets ivoiriens. Il y a la viande de brousse, les écrevisses, escargots, du bon poulet africain, pondeuse, et puis aussi les fruits de mer. Les Maliens, les Marocains qui sont venus, ils ont mangé soupe de mâcharon avec de la banane bouillie. Hier, les Congolais sont venus, ils ont demandé du foufou. Et puis on a fait pour les satisfaire. Au niveau des tenanciers de maquis, de restaurants, de bars et de sites touristiques, la CAN 2023 est un moment pour faire de bonnes affaires. En tout cas, les ventes ont augmenté. Aujourd'hui, dans l'ensemble, ça fait notre affaire. Les prix n'ont pas changé. On a les poissons de 2000, 2500, 3000, 3500 et puis on a les plus gros, on a 8000, on a 9000, on a plus, même 12 000 même. Les langoustes, le plat à 11 000. À cause de la CAN, on va maintenant à 400, 500 000. La CAN 2023, c'est aussi du tourisme. Et on prend du plaisir à la fois à aller voir les matchs et puis à profiter des environs. Ouais. On est allé à Monogaga, on est allé à Grand Bérébi, on est allé à la Belle et Sirène. Beaucoup parmi nos visiteurs présents à San Pedro promettent d'y revenir. La CAN de l'hospitalité, une réalité à San Pedro.
Et voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Nos invités sont installés. Gervais Rigaud, l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé, et Coco Ranzi, un supporter des éléphants. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. On va tout de suite suivre cet élément vidéo que nous propose Davis Oyo et le service société. Puis ensuite, on revient pour échanger. La phase de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin le mercredi 24 janvier dernier. Sur 24 équipes, 16 ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Qualifiés extrémistes grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, les éléphants accèdent au second tour après leur naufrage collectif sur un score sans appel de 4-0 face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Cette défaite des éléphants a provoqué le limogeage du sélectionneur Jean-Louis Gasset et son adjoint pour insuffisance de résultats. Tout comme les sélectionneurs de l'équipe masculine de football de Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à payer les mauvais résultats de leur équipe nationale dans cette compétition africaine. Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, Jalel Kadri de la Tunisie, Adel Amrouche de la Tanzanie, Tom Saint-Fiet de la Gambie et Chris Hugton du Ghana. Au total, ce sont 6 entraîneurs limogés et démissionnaires enregistrés à l'issue du premier tour de la CAN Total Énergie 2023. Pourquoi les sélectionneurs sont-ils les premiers montrés du doigt en cas d'échec? Les stratèges sont-ils en panne d'inspiration? Ces sélectionneurs sont-ils des mauvais choix de fédération? Au regard des faits constatés, on peut le dire, à la CAN 2023, les entraîneurs n'ont pas droit à l'erreur. Les entraîneurs n'ont pas droit à l'erreur. Est-ce que ça signifie, coach, qu'un entraîneur, quand on le choisit, il n'a pas, même une défaite, il ne doit pas en connaître? Non, il peut faire des défaites. Je pense que c'est pour insuffisance de résultats que les entraîneurs sont partis. Ils ont un cahier de charges où ils ont des objectifs à atteindre. Et quand ces objectifs ne sont pas atteints, on évalue la situation, puis on fait le point. Et dans le point, c'est dit que si tu n'arrives pas, voilà, tu démissionnes. Mais est-ce que déjà un premier tour de Coupe d'Afrique, un premier tour, 3 matchs, juste 3 matchs, est-ce qu'on peut déjà qualifier d'insuffisant leurs prestations? Alors, il faut dire que, comme tu l'as dit, on leur fixe des objectifs qui sont précis, soit passer le premier tour et aller plus loin. Mais quand dès le premier tour, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, on prend 4-0, alors qu'on s'attendait à tout sauf à ce résultat, mais il est clair que le coach n'a pas atteint son objectif. À partir de ce moment, si dans le contrat il était donc défini qu'il devait nous rapporter donc la coupe, il est clair que les résultats sont en deçà dans des attentes de l'employeur et donc naturellement il devra donc rendre l'établi. Je pense que c'est tout à fait normal. D'accord. Déjà, pour ce premier tour, et si on essayait d'en faire un bilan, qu'est-ce qu'on peut dire, ce premier tour? Pour le premier tour, sur le plan organisationnel, il faut féliciter la Côte d'Ivoire. C'est vraiment extraordinaire. Le président de la République avait donc promis dès le départ qu'il allait organiser la Coupe d'Afrique, jamais organisée donc en Afrique. Beaucoup étaient dubitatifs, mais aujourd'hui, le résultat est là. Le monde entier reconnaît que la Côte d'Ivoire, en termes d'organisation, en termes sécuritaires, en termes donc d'accueil, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les infrastructures sont de qualité. Et donc, à ce niveau, le bilan est positif. Même si on n'a pas encore terminé donc, la compétition, mais il faut féliciter la Côte d'Ivoire, le gouvernement et le président Alassane Ouattara qui a mis tout en œuvre pour qu'on puisse avoir une telle organisation. Sur le plan donc, de la pratique même donc, du sport, ben, je pense que, coach pourra me dire peut-être autre chose, mais c'est la première fois qu'on voit autant de buts. Sur 36 matchs, c'est 89 buts marqués, soit en moyenne 3 buts par match, mais c'est extraordinaire. Hier, 2 matchs, 4 buts, en phase donc de 8e de finale. Ça s'est produit en tout cas rarement dans ma jeune mémoire lors donc, des compétitions de Coupe d'Afrique. Donc, à ce niveau, techniquement, en termes de spectacle, je pense que la Coupe d'Afrique de cette année promet. Et donc, on ne peut qu'être satisfait. À mi-parcours, en tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir, on peut vraiment dire que bravo à tous les acteurs donc, du football. Gervais Rigaud, cette compétition est en train d'être la meilleure, selon vous? Oui, je pense qu'en termes surtout d'organisation, d'abord, il faut dire que la CAF a recadré les choses dès le départ.
c'était 16 équipes au départ, mais maintenant on est passé à 24 équipes. Donc la fête devient encore plus belle et plus grande. Ça invite 24 nations. Deuxièmement, c'est qu'ils ont instauré la VAR. À la CAN du Cameroun, la précédente, on avait que la VAR à partir des quarts de finale. Donc, à partir de la VAR, personne n'est à l'abri. Donc, la CAF avait déjà tracé déjà. Deuxièmement, c'est que la Côte d'Ivoire, qui est le relais de la CAF, a vraiment fait vraiment mis les petits plats dans les grands, parce que quand tu as une bonne pelouse, que tu as un bon ballon, que tu as du public, ça ne fait que véritablement motiver les joueurs à produire plus. Voilà, donc véritablement la Côte d'Ivoire aussi a véritablement accompagné tout cela, surtout avec un réseau routier qui permet aux supporters d'aller et venir aussi rapidement que possible. Et ça, on a vu un peu lors de la CAN en Afrique du Sud que la ville était trop grande et les déplacements étaient difficiles. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, le déplacement n'est pas difficile, les supporters arrivent facilement. C'est vrai qu'il y a eu le ticket gate, mais ça a été rapidement réglé. Et on voit que même ceux qui n'arrivent pas à avoir accès au stade sont aux alentours du stade. Et cet engouement-là vraiment motive les joueurs. On voit qu'il y a beaucoup de buts parce que la pelouse est tellement bonne que le football est devenu offensif. Voilà, ça ne retarde pas le jeu et tout le monde regarde la VAR. Les buts sont disséqués, personne à l'abri. Et on a même vu que la Côte d'Ivoire a été victime de 2 buts refusés, tout ça. Donc, notamment, tous les ingrédients sont là pour faire une bonne sauce, en tout cas. Pour faire une bonne sauce. C'est sûr, on va revenir à notre sujet principal. Sur les 8 équipes éliminées au premier tour, il y en a 5 qui se sont séparées de leur sélectionneur. Une 6e, c'est la Côte d'Ivoire. Pourtant, elle est qualifiée. Beaucoup pensent que les dirigeants de l'équipe de Côte d'Ivoire n'auraient peut-être pas laissé partir Gassé s'ils avaient la certitude qu'on allait passer au 2e tour. Ouais, je pense, à mon avis, que cette décision peut-être Parce que l'élimination n'était pas encore officielle quand il est. Oui. Donc, laisser partir l'entraîneur, même s'il a fait un mauvais résultat, on a vu dans son état d'esprit, avec sa tête entre les mains, déjà, ça montrait un peu son état d'esprit. Mais on devait peut-être prendre beaucoup de recul pour attendre donc la fin de la compétition pour prendre une telle décision. Parce que faire partir l'entraîneur et garder son adjoint, bon, c'est trop tôt de faire des analyses à ce niveau. Il faut faire confiance à notre jeune frère Faye MS, qui est un entraîneur aussi expérimenté et entraîneur de U23. Donc, on pense qu'il a les qualités pour être un entraîneur. Mais avec Gassé, puisque les deux ont travaillé ensemble pendant près de 2 ans, il aurait été bon, en tout cas de mon point de vue, que Gassé reste, corriger peut-être les erreurs et ne pas aller dans la précipitation. Mais peut-être que les dirigeants n'ont pas cru, puisque le Ghana donc, marquait déjà 2 buts à 0. Et tout ça, on pensait qu'on allait tomber déjà après le 3e match. C'est ça. Donc une décision a été prise, il est parti, mais il faut faire avec, il faut faire confiance à ça. D'ailleurs, Gassé, il a démissionné ou on s'est séparé de lui? Je pense que c'est un peu flou, mais quoi tu vas pouvoir... Mais je pense que... il a démissionné ou alors on l'a limogé? Non, il a l'un ou l'autre, je pense que... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on garde? Il avait le droit de démissionner. Parce que dans un vestiaire, il y a l'état d'esprit, il y a le climat propice à l'épanouissement du travail. Et je pense que dans le cas de Gassé, le climat n'était plus propice. Donc qu'est-ce qu'on lui reprochait? On allait de mal en pire. On perd 1-0 contre le Nigeria. Bon, c'est pas trop la catastrophe, parce que le Nigeria et la Côte d'Ivoire se tiennent quand même. Mais perdre 4-0 contre la Guinée équatoriale, quel climat il allait installer pour la suite de la compétition? C'était là la grande question. C'est ce qu'on lui reprochait. Voilà. Le climat n'était plus propice à l'épanouissement des joueurs. Et c'était du fait de Gassé, Jean-Louis. Les joueurs ont perdu la confiance de l'entraîneur. Et ça, c'est dans le management, quand tu regardes le premier match, on joue, à la mi-temps, il mène, il fait sortir son latéral droit. Il va douter. Au deuxième match, il fait sortir son défenseur central. Il change de défenseur central. La défense fait quoi? La défense commence à douter. Le milieu, on pense que le milieu est lourd, il doit les repositionner. Au lieu de les faire jouer en A, il les fait jouer en V. Il ne les repositionne pas. Les ailiers qui étaient là, qui dans les matchs de préparation ont vraiment flambé,
on constate qu'eux aussi sont en doute parce que dans le management, il les fait sortir. Alors, c'était quoi le problème de Gassé? Était-ce le positionnement de ses joueurs? Était-ce la feuille de match, ceux qui y étaient inscrits? Ou c'était depuis le départ ceux qui ont été appelés pour cette sélection 2023? Je pense que Gassé, quand vous regardez bien son jeu, quand moi en parlait tout à l'heure, il y a un problème du système de jeu. Il n'a pas réussi à adapter son système de jeu à la situation. Nous avons joué un premier match que nous avons gagné, c'est normal. Mais le deuxième match, on avait déjà 3 points. Il rentre dans le jeu, le Nigeria refuse de jouer, reste derrière, il joue un système tabouret, alors que c'est le Nigeria qui devait faire le jeu, puisqu'ils avaient 1 point. On avait déjà 3 points, on était qualifiés si on gagne 1 point. Ça fait 4 points. Mais lorsque l'équipe adverse refuse donc de sortir et a un système donc, derrière, tabouret, et qu'on fonce, il n'y a pas de but, à un moment donné, il faut aussi essayer de rester derrière, laisser l'adversaire aussi se sortir pour se laisser découvrir. Mais il est resté statique, il est resté dans le même système de jeu, sans efficacité devant les buts adverses. Mais à un moment donné, ça donne confiance donc, à l'équipe adverse et ça fait douter nos garçons. Donc, dans le troisième match, ça a été carrément le même système. La Guinée équatorienne n'a pratiquement pas joué. Alors là, ils n'ont pas joué. Ils ont profité des contres, des erreurs donc, défensives. À force donc, de foncer, on n'a pas réussi à marquer avec des actions concrètes donc, de but. C'est à ce niveau-là aussi qu'il faut voir un peu l'état, le mental donc, des joueurs. Ils n'ont pas réussi à concrétiser près de 5 actions de but. Mais ça, c'est D'accord, ça, on parle de Gassé. Mais nos hommes, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut? Oui, je pense qu'il y a aussi les hommes qu'il faut. Je pense que, quand même, on l'a vu dans le match précédent. Les hommes sont là. Quand tu as un milieu de terrain comme Seko Fofana, je veux dire, que tu as une défense où, quand même, les joueurs même qui ne jouent pas comme Odilon Kosonou sont premiers en Bundesliga, tu as les joueurs. En attaque, on a le jeune Karim Konaté qui joue la Ligue des Champions avec son club, qui a une grosse expérience de la haute compétition. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Est-ce que dans le groupe, il y a ceux qu'il ne nous faut pas aujourd'hui? Oui, mais je pense que cette Coupe d'Afrique ne peut pas se jouer avec les 27 joueurs. Les autres équipes, vous ne me direz pas aussi qu'ils ont joué avec 27 joueurs. Il y a un noyau dur. Et nous, on a déjà un noyau dur. Et à partir de ce noyau dur, on peut faire le meilleur. On peut bien exploiter son noyau dur. Et je pense que dans la disposition technico-tactique, c'est pas bon. Dans le coaching, c'est pas bon. Dans le management, parce que le thème coach englobe beaucoup de choses et c'est ces différentes qualités-là que Gassé n'a pas à véritablement dégager et véritablement il faut passer à autre chose parce que l'état d'esprit de la compétition vraiment est crucial. Et si on y prend garde, c'est vrai, déjà les autorités ont déjà pris les responsabilités, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire en sorte que les joueurs, à leur niveau, c'est vrai, on va tout faire, mais il faut leur dire qu'on peut tout donner à un joueur, sauf la motivation et la détermination. C'est à eux de prendre le relais. C'est vrai qu'on va avoir des supporters, on va avoir les autorités, on va avoir les dirigeants qui veulent faire comme ça, mais eux, ils doivent pouvoir prendre le relais. Et je pense qu'à ce stade de la compétition, ils sont suffisamment motivés. En tout cas, miraculeusement, on est repêché en tant que meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc. Oui. Emers Faye prend le relais. L'adjoint de Gassé, il prend le relais. Alors, c'est quoi? Forte pression sur lui? Oui, effectivement. Aujourd'hui, avec la situation que la Côte d'Ivoire a vécue par rapport au troisième match, naturellement, il y a une pression sur Faye Emers. Ça, c'est clair. Il prend l'équipe dans une situation d'extrême urgence où il faut, donc, avec en face de lui... En extrême détresse aussi, avec tout ce que l'équipe a subi. L'équipe a vécu, le choc subi par le peuple de Côte d'Ivoire, mais nous avons repris goût donc, à la compétition après, comme vous l'avez dit, la victoire donc, du Maroc. Donc, au niveau des supporters, l'état d'esprit donc, est revenu à son meilleur niveau. Et Faye Emers aujourd'hui doit être sous pression, mais je pense qu'en tant que professionnel, et c'est un aguerri, il est très aguerri et je pense qu'il va très rapidement remonter parce qu'il a vu, parce que tout dépend donc du message que le public envoie, que le peuple envoie. Malgré la lourde défaite historique et humiliante, le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui... est debout comme un seul homme. On a vu à leur arrivée à Yamoussoukro l'accueil qui leur a été réservé. Ça veut dire que le peuple même a tourné la page donc, de cette défaite. Et donc naturellement ça donne une source de motivation
félicitations à l'entraîneur et à l'ensemble donc des 27. Comment il doit s'y prendre pour faire gagner son équipe aujourd'hui? Une équipe, comment il doit s'y prendre avec elle? Une équipe qui se croyait out, qui se croyait déjà hors compétition. Bon, j'ai vu son message, son premier message. Il a lancé une opération rachat. Je pense qu'il est dans la bonne dynamique. C'est une opération rachat. C'est aux joueurs de pouvoir déclencher ce rachat-là. Parce que l'élément déclencheur ici, ce n'est pas l'entraîneur, c'est les joueurs. Il faut que les joueurs arrivent à déclencher ce mouvement. Et deuxièmement, c'est qu'à l'image de regarder l'équipe de la Mauritanie, 2 matchs, 2 défaites, et puis le 3e match, ils croisent un géant comme l'Algérie. On connaît tous l'Algérie, mais la Mauritanie élimine l'Algérie, carrément. Et se qualifie pour la première fois où... Donc c'est à eux d'écrire leur histoire. Il faut qu'on arrive à une étape où les joueurs doivent prendre des responsabilités. Quand on regarde cette ossature-là, quand même, il y a assez de joueurs qui ont assez de vécu. Et quand le jeune Lamine Camara du Sénégal, à sa première Coupe d'Afrique, signe un doublé à son premier match, ça veut dire que psychologiquement, nos joueurs doivent sonner la révolte. Voilà, c'est à ce niveau-là que son discours doit être véritablement axé et que eux, ils ont un rôle d'encadrement, d'encadrer tout ça. Je pense qu'il y a un staff, c'est vrai que Faye Mess est cité, mais on a un Alain Guamene qui est là-bas, et ils ont renforcé un peu. Donc, ils doivent pouvoir conjuguer ces efforts-là et dire aux joueurs surtout, le maître mot, jouer ensemble. Jouer ensemble. Ce n'est pas là qu'on doit voir les divisions, mais surtout se mettre ensemble pour pouvoir... Parce que là, on a un derby sous-régional. Le derby, on a vu les derbys sud-américains, européens. Vous avez vu la France et le Brésil disputer la finale de la Coupe du Monde. Mais tout le monde voyait le Brésil favori. Mais à la fin, on a vu que la France a gagné 3-0. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Donc c'est là. Ça veut dire que quand il y a un derby, il n'y a pas de favoris au début. Ce derby-là, il n'y a pas dit que le Sénégal est favori par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce qu'un seul fait de jeu, à la première minute, pénalty de la Côte d'Ivoire, carton rouge, de favoriser le Sénégal, vous allez voir que ce match va changer. Donc c'est une affaire de fait de jeu. Donc on n'a pas à avoir peur. Il faut pouvoir foncer directement et puis jouer crânement et nous ramener l'histoire de 1986, on était en Égypte, où la Côte d'Ivoire avait battu le Sénégal sur une courte victoire 1-0. On a tous jubilé ce jour-là. Il faut nous faire jubiler comme ça. Ça va se faire. Ça, c'est les joueurs. Kokoranzi, dans quel état d'esprit, comment on doit vivre ce match demain? Les supporters, les encadreurs, le peuple ivoirien, les encadreurs, le peuple ivoirien, tout le monde. Le coach a parlé des joueurs, tous les autres acteurs. Comment on doit vivre ce match? Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les supporters, les autorités, vont constituer donc le 12e homme pour pousser donc nos éléphants à la victoire. Parce que comme le coach l'a dit, tout va se jouer au niveau du mental. Quel sera le mental même du peuple qu'il va donc communiquer naturellement donc aux joueurs pour nous rapporter donc la victoire. J'ai entendu quelque part que les Ivoiriens n'ont pas trop la culture du soutien de leurs équipes dans les stades. Pousser. Ils y vont, ils assistent comme des spectateurs, mais pousser, ils n'ont pas été assez instruits à cela. Je pense que lors du premier match, ça a été le cas, effectivement. On a vu un public qui était beaucoup spectateur que supporter. Mais après, les 2 matchs, malgré que ça n'allait pas, mais on a vu le public donc pousser les joueurs. On avait donc des vagues de mains donc, qui montraient la détermination donc, du public. Et même lorsqu'on a été battu 4-0, on a vu un public qui est resté vraiment fair-play. Fair-play, en train d'applaudir l'adversaire. Donc c'est ça aussi l'hospitalité que nous démontrons donc, au cours de cette CAN. Et je pense que avec l'esprit positif qu'aujourd'hui dégage le peuple de Côte d'Ivoire, il y a une sorte donc, de vague de communication, de contamination. Donc il va prendre naturellement l'encadrement technique, les joueurs et tous ceux qui... Et puis il y a eu l'épisode Hervé Renard, il y aurait eu des négociations autour de sa venue. Est-ce que cela n'aura pas d'impact un peu sur ce qui va se passer lundi? Non, je pense que là, c'est comme si quelqu'un se noie. Quand on se noie, même la machette la plus tranchante peut nous sauver. Donc, que toute expertise ne soit pas mise de côté, même s'il n'a pas été chose... nommé, même dans les coulisses, s'il peut intervenir, il faut le faire intervenir parce que, véritablement, nous, on est en position de faiblesse. Il ne faut pas regarder la main qui va nous aider. Voilà, il faut vraiment conjuguer nos efforts. La preuve, c'est le Maroc qui nous a qualifiés.
Ah, le Maroc a joué pour nous, donc ça peut venir d'ailleurs. Quand on va les rencontrer dans les prochains matchs, on devra leur marcher dessus quand même pour passer malgré le football ne dit pas ça. Ah ouais. Le football ne dit pas ça. Il va falloir qu'on les gagne pour avancer, parce que cette coupe, elle reste ici. Voilà. Merci coach, merci beaucoup. Merci. Un dernier mot, 30 secondes. Le dernier mot, c'est de demander au public de sortir massivement. Yamoussoukro doit être couvert donc d'orange, ceux qui sont à de blanc ou de vert. À l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nos frères de la diaspora, puisqu'ils sont de la diaspora, demander à tout le monde de rester en prière, concentré, de sorte à ce qu'on puisse leur envoyer une énergie positive. Et cette victoire, on va revenir avec elle. Merci coach Gervais Rigaud. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé. Merci aussi à monsieur Kokora Anzi, fervent supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Bon dimanche à tous les deux et bon retour chez vous. Nous allons y aller. Et pour vous accompagner, on aurait aimé le faire en prière de l'église d'Eima, une prière pour vous et pour toutes les populations parce qu'elle parle d'unité, cette prière-là, unité en Côte d'Ivoire, unité en Afrique et partout ailleurs. Mais nous allons revenir sur cette prière dans nos prochaines éditions. Il y a le secrétaire général des Nations Unies qui lui a exhorté ce dimanche 28 janvier les pays ayant suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles donc à 2 millions de personnes. L'UNRWA a annoncé vendredi se séparer de plusieurs employés accusés par Israël d'être liés à l'attaque du 7 octobre. En réaction, les États-Unis et plusieurs autres États ont annoncé la suspension temporaire des financements à l'agence onusienne qui a tiré ce samedi soir la sonnette d'alarme. Avant de vous quitter, je rappelle que dans le cadre des 8e de finale ce dimanche, la Guinée équatoriale affronte la Guinée à 17h au stade Alassane Ouattara. Une confrontation entre deux sélections que personne ne s'attend à voir soulever le trophée, mais qui ont pourtant de solides arguments et de l'ambition. Une chose est certaine, il ne restera qu'une Guinée en quart de finale. Et à 20h ce soir au stade Laurent Pocou de San Pedro, la RDC affronte l'Égypte pour les 8e de finale. Malgré la blessure de Mohamed Salah, les Pharaons ont obtenu, non sans peine, leur qualification en réalisant 3 matchs nuls. La RDC s'est aussi qualifiée en signant 3 matchs nuls en poule face à la Zambie, au Maroc et à la Tanzanie.